Bon, alors donc aujourd'hui, je vous propose une utilisation non conventionnelle du nano-VNA. Alors le nano-VNA, c'est un... Enfin, moi, j'ai découvert il y a pas très longtemps, il y a moins d'un an à peu près. Je sais pas d'ailleurs par quel... Enfin, c'est peut-être par le hasard que j'ai découvert, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait... Enfin, bon, il y a eu des... Si, il y a eu un... Il y a eu une présentation qui avait été faite pendant le premier confinement, c'est ça, mais j'avais un petit peu avant, et justement, c'est au cours du premier confinement que j'étais amené à développer cette nouvelle application du nano-VNA. Donc le nano-VNA, c'est vraiment le couteau suisse du radio amateur. Alors évidemment, par rapport au couteau suisse, il est beaucoup plus sophistiqué, parce que c'est bourré de microélectronique. Il y a un microcontrôleur dedans, il y a beaucoup de choses. C'est très compact. Le principe, on est relativement simple, mais sa réalisation quand même demande de la haute technologie. Alors c'est très polyvalent, on le verra plus tard. En plus, c'est pas cher, puisque là, par exemple, vous voyez la dernière publicité que j'ai vue la semaine dernière sur Internet, là où chez AliExpress, on me proposait à 34,47 €, en spécifiant que la batterie était incluse. Parce qu'à une certaine époque, il y avait plusieurs modèles qui étaient en vente. Il y a toujours plusieurs modèles en vente, mais certains se différencient au niveau de l'écran, au niveau de la batterie. Enfin, il y a eu quand même différentes versions de cet appareil sur le marché, mais celle-là, c'est celle que je possède d'ailleurs, et dont j'en suis très, très satisfait, mais qui est maintenant même à la bossée, parce que moi, j'avais payé 50 €. Alors, le nano VNA, bon, bon là j'ai ramené, je sais pas si dans l'assistance il y en a qui en possèdent. Pour ceux qui en possèdent, ce sera évidemment une redite. Mais pour ceux qui s'en possèdent pas, c'est un petit appareil dont les dimensions sont données, 5 cm par 8 cm. C'est un écran tactile qui permet d'explorer une zone entre 50 kHz et 900 MHz. Le signal de sortie, donc qui peut évoluer dans cette zone, n'est pas très fort, mais enfin ça permet de faire des mesures. Bon, c'est qu'on peut l'interfacer avec un PC. Il consomme raisonnablement, 120 milliampères. Moi, j'ai pas vérifié, mais ça me semble. En tout cas, l'autonomie avec la batterie interne, qui est une toute petite batterie, elle est suffisante pour une utilisation classique, et puis rien n'empêche de mettre un petit pack de batterie en batterie tampon. Alors une chose qu'il faut se souvenir, parce que ça peut, c'est il explore une zone comprise entre 50 kHz et 900 MHz, mais c'est pas une couverture continue, c'est pas tous les 1 kHz qui a une mesure. Il y a au total, il fait 101 mesures dans l'espace que vous spécifiez. Ça, il faut pas l'oublier, parce que par la suite, effectivement, l'aspect des courbes peut être notablement changé, particulièrement lorsqu'il y a des courbes très fines. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Alors aussi une autre chose importante, là j'ai remis parce que bien souvent, lorsque je reviens sur des réalisations que j'avais faites dans le passé, j'arrive plus à retrouver des fois en particulier les drivers correspondant aux appareils. Parce que pour le brancher sur un PC, évidemment, il vous faut les logiciels qui vont avec cet appareil-là et également les drivers, puisque c'est quand même. Et alors là, on peut les retrouver sur Google là facilement. J'ai donné l'adresse qui est l'adresse actuelle. C'est pas dit que dans le futur ça n'évolue pas. Voilà. Alors les utilisations classiques du nano VNA, c'est d'abord quand on regarde sur YouTube les vidéos qui sont faites par les différents OM des 4 coins du monde, c'est surtout les antennes qui sont les plus étudiées. Effectivement, c'est un outil très utile. Bon, c'est pas l'objet de cette réunion. Une utilisation. Alors moi j'ai utilisé un peu effectivement sur les antennes, c'est très commode. Par exemple sur les antennes. Personnellement, j'ai utilisé pour visualiser une antenne pour la réception de la télé. Et là, ça m'a vraiment été utile. C'était j'ai fait une antenne dièdre là avec un dipôle et puis un dièdre avec du fil de fer galvanisé derrière. Et non, là, c'est vraiment super intéressant. Alors, j'ai utilisé également moi pour mesurer les bandes passantes de filtres. Quand la réalisation que j'ai réalisée, c'était un filtre qui permettait de filtrer un PA qui sortait sur 7 MHz et donc avec il y a pas mal d'harmoniques qui sortent là, et donc il fallait le filtrer. Et j'ai fait le filtre avec celui-là. Du moins, j'ai vérifié que le filtre que j'avais fait
correspondait au filtre calculé. Alors, c'est également un générateur de signal, hein, très intéressant, qui balaye de 50 kHz à 900 MHz. Alors, autre chose intéressante, enfin, ce qui m'a concerné, il m'a démystifié la bague de Smith, hein. Parce que la bague de Smith, tout le monde sait plus ou moins à quoi ça ressemble, mais il y en a pas, enfin, du moins, parmi les gens que je connais, il n'y en a pas tellement, et moi le premier, qui vraiment savait l'utiliser. Et là, ça permet de faire de l'expérimentation facile et de comprendre tout l'intérêt de cet tabac, hein, qui date des années 40, hein, c'est pas très ancien. Alors, autre chose qui est très intéressante pour cette nano VNA, c'est un super grid dip. Alors là, le grid dip, je sais pas si dans l'assistance, enfin, il y a quand même des old-timers, comme on dit, hein. Le grid dip, c'était l'outil miraculeux, disons, juste après la Deuxième Guerre mondiale, hein. Il y en a encore, on peut en trouver dans les brocantes à 20-25 €, mais une fois qu'on a acheté le nano VNA, tous ces grid dip de l'ancien monde, on n'en veut plus, hein, parce que là, il vous permet de mesurer comme ça, vous branchez une petite spire de 2 ou 3 spires sur une des canaux d'entrée, là, et vous approchez ça du circuit que vous voulez mesurer, et il vous donne tout de suite là où il résonne, voir ses harmoniques, etc. Donc ça, c'est grid dip, super grid dip. Alors, autre point intéressant également, c'est qu'il permet de mesurer des toutes petites capacités, hein, dans la zone des picofarads, zones qui sont pas toujours facilement accessibles avec les appareils, disons, genre transistorimètre ou équivalent, hein. De même pour les petites inductances. Alors bon, et là, je me suis arrêté là au niveau des utilisations classiques du nano VNA, mais il y en a sûrement d'autres. Mais vous ne risquez vraisemblablement pas de trouver sur le net celle qui va vous être présentée aujourd'hui. Alors donc, le nano VNA est effectivement un élément essentiel en relation avec le gel hydroalcoolique, hein. Vous savez tous qu'on est frappé par une pandémie, là, le Covid-19 et compagnie. Donc, pour s'en débarrasser, il y a le gel hydroalcoolique, c'est un mélange d'eau et d'alcool, à 70% d'alcool et le reste 30% d'eau environ, plus des petits additifs pour donner de la viscosité ou pour donner une odeur agréable éventuellement. Donc, ce gel est constitué essentiellement, l'alcool utilisé, c'est essentiel, bien souvent, la plupart du temps, c'est de l'éthanol. L'éthanol, c'est le constituant, un des constituants pas majoritaire, mais un des constituants importants du pastis. Le pastis, c'est 40% d'éthanol, le reste, c'est de l'eau. Mais il y a pas que l'éthanol, hein. Il y a aussi certains fabricants utilisent l'isopropanol, qui est un alcool de même espèce, qui n'est pas apprécié des gens qui aiment les boissons alcoolisées, mais il est pas du tout nocif. Il est largement utilisé en pharmacie, hein. Il y a beaucoup de pommades, etc., où il y a de l'isopropanol. Il s'évapore vite, ça donne une sensation de fraîcheur, et puis il est pas du tout toxique, puisqu'on peut même en boire sans qu'on présente des cas pathologiques, quoi. Et il faut savoir aussi que l'isopropanol, quand vous en respirez, que vous en buvez, il influence de la même façon le test d'alcoolémie, hein. Donc il faudrait pas croire qu'il suffise de boire du pastis à l'isopropanol pour ne pas être inquiété par la maréchaussée. Non, ça réagit quasiment pareil au niveau des détecteurs. Alors ce gel alcoolique, il faut voir que c'est quand même pas donné, hein. Là, j'ai sorti deux publicités actuellement, hein. Le gel hydroalcoolique en petit flaconnage, là, de 100 millilitres, vous le payez 2,50 €, hein, ça fait 25 € le litre. Bon, si vous en achetez en plus gros flaconnage, un 30 litres, vous payez 349 €, c'est un peu moins cher, mais c'est quand même, hein, en ordre de grandeur de l'ordre de 20 € le litre, c'est-à-dire que c'est quasiment aussi cher que le whisky, hein. Alors évidemment, quand vous avez un produit comme ça aussi cher, eh bien, il y a une forte tentation pour les gens, disons, qui sont des entrepreneurs indélicats, hein, eh bien, de transformer pas l'eau en vin comme le faisait notre Seigneur Jésus-Christ dans le désert, mais transformer l'eau en gel hydroalcoolique, hein. Alors la question, c'est de savoir comment savoir combien la quantité d'alcool qu'il y a dans le gel. Eh bien, c'est là que le nano VNA intervient et il va vous donner la solution sans faire appel à des appareillages compliqués. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour ce faire? Vous avez besoin d'un nano VNA en mode autonome, hein, classique, une sonde dont nous allons voir la description plus loin,
Alors éventuellement, hein, le logiciel qui permet de visualiser les courbes de résonance sur un écran PC. Donc là, il existe enfin au moins 2 logiciels qui marchent très bien. Hein, c'est NanoVena Saver, un truc comme ça, et NanoVena Sharp, qui sont une présentation très voisine, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le drive Google dont j'ai indiqué l'adresse précédemment. Et il vous nous faudra également 3 tubes à essai. Le tube à essai, c'est des petits tubes en verre, hein, donc ça, vous pouvez en trouver. Moi, j'avais utilisé des tubes en plastique. On peut utiliser des tubes en verre également. On peut, par exemple, enfin moi, à une époque, j'en ai utilisé aussi à partir des sauces vinaigrettes dans les repas tout faits, là, genre Sodexo. Enfin, il y a la source d'écran de tubes à essai est multiple. Et puis, il vous faudra également un peu d'alcool à 95. Donc un alcool surtout qui ne contienne pas d'eau, ce qui vous permettra de faire des solutions de référence par la suite. Alors l'alcool à 95, on peut en trouver chez le pharmacien. Fera bien de préciser l'alcool à 95 parce que c'est pareil au milieu hospitalier. Curieusement, l'alcool à 95 apparemment est beaucoup moins actif sur les micro-organismes que l'alcool plus dilué. Donc l'alcool à 95, ça existe. On peut en trouver également dans l'alcool ménager, hein, dans les drogueries ou dans les supermarchés. Alors il y a aussi l'alcool ménager ou l'alcool à brûler. La différence, ces 2 alcools ont des titres en alcool au moins égal à 95%. La différence, c'est le dénaturant, hein, pour éviter que les gens n'en boivent. Donc ça, ce sont les éléments dont vous allez avoir besoin. Alors maintenant, le principe de la mesure. Alors donc le NanoVena va permettre de mesurer quelque chose, mais à partir d'une sonde que vous allez réaliser. Alors le principe, il est simple, hein, on crée un circuit oscillant, donc une self et une capacité, dont on va choisir une self de faible valeur, de façon à pouvoir avoir qu'elle oscille, enfin, que sa résonance se place dans une zone plutôt la plus élevée possible de la gamme du NanoVena, c'est-à-dire dans la zone 500 à 900 MHz. Ceci pour avoir une plus grande sensibilité. Alors, il n'y a pas besoin, la capacité, alors dans une self, ça résonne, mais évidemment, comme vous le verrez, dans la self, il n'y a pas de condensateur. En fait, la partie condensateur de la self est constituée par les capacités parasites entre les spires. Donc c'est un circuit résonant. Alors on verra qu'on peut mettre ou ne pas mettre enserrer une petite résistance de 50 ohms. On pourra discuter de l'intérêt de cette résistance par la suite. Alors dans cette bobine donc, dont le diamètre va être dimensionné en fonction du tube à essai que vous avez, hein. Alors moi, avec les tubes à essai que j'avais une bobine de 14 mm de diamètre intérieur. Mais si vous avez des tubes un peu plus grands, enfin généralement les tubes à essai c'est entre 10 mm et puis peut-être 15 ou 16 mm. Hein, c'est toujours dans cette gamme-là. Alors évidemment, le nombre de spires dont on parlera plus tard peut éventuellement varier en fonction du diamètre de votre tube à essai. Alors donc dans cette bobine, eh bien la fréquence de résonance de cette bobine va être modifiée par la composition de l'échantillon que vous allez y introduire. Alors pourquoi elle va être modifiée? Il faut voir que elle va être modifiée parce que il y a une grosse différence entre l'eau et l'alcool. Alors évidemment, tous les amateurs de brandy ou de pastis connaissent les différences gustatives, hein. Mais il n'y a pas que les différences gustatives au niveau de l'eau et de l'alcool, il y a une différence très importante au niveau de la permittivité relative, ou la constante diélectrique. Enfin, ça peut être l'une étant en relation directe avec l'autre. Bon, pour mémoire, la permittivité relative, alors dans le vide, classiquement, on dit qu'elle est égale à 1, c'est la référence. Dans le vide absolu, hein. Dans l'air, c'est quasiment pareil, parce que l'air, il n'y a pas grand-chose comme molécule, hein. L'eau, par contre, a une très forte permittivité de 80, alors que l'éthanol n'en a que 24 et l'isopropanol 20. Alors, cette permittivité relative va modifier la capacité répartie de la self, hein, suivant ce que l'on met à l'intérieur. Puisque vous le savez, dans ce qui fait varier la capacité d'un condensateur, si vous avez un condensateur
mettons, qui fait, mettons, 10 picofarades dans l'air, hein, deux petites surfaces séparées de la distance qu'il faut pour que ça fasse, mettons, 10 picofarades. Si vous ignitiez autre chose que de l'air, par exemple de l'alcool, hein, supposez qu'il n'y a pas enfin qu'on puisse le faire facilement, eh bien vous verriez que la capacité, elle est augmentée, hein, dans le rapport quasiment des rapports entre 1 et 24 permittivité relative de l'éthanol par rapport au vide. Alors bon, on va pas discuter trop longtemps sur parce que cette permittivité, elle peut dépendre également, elle dépend même de la fréquence, hein, de même que l'indice de réfraction, qui est la même chose vis-à-vis des rayons lumineux, hein, donc des fréquences très élevées. Eh bien, la permittivité relative dépend de la fréquence. Mais enfin, bon, pour l'instant, c'est pas ça qui va nous préoccuper pour la suite des événements. Alors, j'ai réalisé, il faut voir que, bon, ça, a priori, je savais pas trop sur quel pied danser au niveau de des dimensions de la sonde. Donc, j'ai réalisé, en fait, deux sondes, l'une avec 6 spires. 6 spires, c'était la jaune, hein, que vous voyez en haut, là. Et puis une autre avec 13 spires, la rouge, avec quasiment le même type de fil, hein, ces petits fils émaillés. Enfin, un fil avec un truc plastique, un revêtement plastique dessus, fil de petit diamètre. Et donc, vous voyez les dimensions telles qu'elles apparaissent ici. Alors, le protocole expérimental pour s'assurer de la bonne marche de l'histoire, on prépare donc 3 tubes à essai. Donc, 3 tubes à essai. Dans un, on va mettre de l'alcool pur, enfin à 95%, voire plus. Un deuxième tube, on va mettre de l'eau pure. Et dans le troisième tube, on va mettre un mélange qu'on va faire en prélevant mettons 60% d'alcool et 40% d'eau. Alors, le protocole, donc on a 3 tubes. On va introduire les uns après les autres chaque tube dans la bobine correspondante. Et on va observer ce que dit le nano-VNA dans la courbe de réponse entre 50 kHz et 900 MHz. Alors, on note la fréquence de résonance, c'est-à-dire que vous allez voir qu'on va avoir un pic de résonance, enfin une courbe pointue, quoi. Et on note la fréquence de résonance en mégahertz. Alors, le banc de mesure, vous voyez qu'il n'est pas compliqué, hein. Donc, le nano-VNA, vous le voyez. Il y a la sonde est reliée par un petit bout de coaxial 50 ohms qui fait environ 22 cm, hein, avec la bobine à son extrémité. Le tube à essai qui est maintenu dans un petit bloc de polystyrène, parce qu'il faut pas oublier aussi que la résonance de ce circuit-là, elle dépend évidemment de tout ce qu'il y a alentour, hein. Donc il faut que l'environnement non seulement intérieur de la bobine mais extérieur ne soit pas trop variable suivant les expérimentations. Et le polystyrène est un truc qui est très très léger, je veux dire très léger à tous les sens du terme, puisqu'il y a pas, c'est surtout de l'air, hein. Et puis donc il influence très peu disons la résonance de la bobine. Alors qu'est-ce qu'on observe maintenant alors on va prendre d'abord les premiers résultats obtenus avec la bobine 13 spires. Bon, 13 spires, moi j'avais pris 13 spires comme ça, vraiment au hasard, hein, puisque de toute façon on ne risque pas grand-chose, vu que pour la faire, en moins d'une minute c'est fait, on la soude, s'il n'a pas assez, on coupe, etc. Alors on explore, donc vous voyez, alors les courbes que vous voyez apparaître sur la droite, hein, sur la droite ici, là, elles ont été obtenues en superposant les courbes obtenues sur le nano-VNA avec en les transmettant sur le PC et en le mettant à la même échelle au niveau des fréquences. Donc, en abscisse, vous avez les fréquences entre 50 kHz et 900 MHz. Et puis en ordonnée, pour chacune des courbes, vous avez le signal, hein, que le nano-VNA mesure en décibels. Alors, première courbe en haut, c'est de l'eau à 100%. Alors, vous voyez, il y a plusieurs pics disons-les pics d'absorption, hein. Ça correspond à une résonance. Alors là, ça fait un signal qui est quand même un peu complexe, parce qu'a priori, bon, on se dirait, c'est un circuit oscillant. Normalement, on devrait voir, par exemple, la résonance fondamentale, puis après des harmoniques, ce qui peut être le cas, hein. Mais c'est curieux enfin, on voit plusieurs pics, hein. Alors, si on prend, dans ces pics-là, on peut dire, a priori, on va prendre le plus important, parce que de toute façon, c'est celui qui est le plus facile à mesurer. Donc,
L'eau, on voit qu'il y a une absorption qui se situe vers 800, 700 MHz à peu près. Hein. Alors avec l'éthanol, eh bien, le même pic, parce que les allures sont les mêmes, hein, quels que soient les trois échantillons, les allures sont les mêmes. On a toujours la même famille de pics qui ont des amplitudes, mais on voit dans le cas de l'éthanol que la fréquence de résonance est nettement plus élevée. Hein. Elle se situe plus près de 800 que et l'éthanol à 60%, il est entre les deux. Bon, là, on voit. Alors après cette première essai-là, je me suis dit ça peut marcher parce que bon, quand je l'ai fait, j'étais pas bien sûr que ça pouvait marcher. Hein. Alors je me dis ça peut marcher, mais vu que les zones les zones de résonance sont un peu bizarres, enfin pas conventionnelles, enfin pas celles qu'en tout cas j'attendais. Eh ben voyons maintenant ce que ça donne avec la bobine 6-spire. Donc la bobine 6-spire, alors là quand même c'est beaucoup plus simple. Il y a bon, en tout cas il n'y a pas 36 pics. Hein. Donc on revoit à nouveau l'eau qui donne un pic très fin, qui résonne à une fréquence relativement basse, l'alcool 100% qui résonne à une fréquence beaucoup plus haute, et puis l'eau qui se trouve entre les deux. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que dans les deux cas, plus il y a d'eau et plus la fréquence baisse. Et ce qui est logique, parce que l'eau ayant une permittivité plus grande, la capacité parasite entre les spires est plus importante avec l'eau qu'avec l'alcool. Alors, là-dessus se greffe un autre problème, c'est que l'eau et l'alcool n'ont pas l'absorption n'est pas la même. Hein. Et ça se traduit par le fait que vous voyez que les pics, l'allure des pics n'est pas la même. Hein. Le pic de l'eau est relativement fin, alors que les pics de l'alcool est plutôt un peu patatoïde. Alors maintenant, bon, alors là, c'était ce que vous avez vu là, c'était la zone large, hein, mais bon, pour y voir plus clair, et c'est un des intérêts du NanoVNA, c'est qu'on peut zoomer la zone qui vous intéresse. Donc là, j'ai fait le zoom entre 500 MHz et 700 MHz. Ou alors là, c'est les mêmes courbes, hein, simplement c'est zoomé. Donc là, on peut mesurer plus précisément les fréquences de résonance. Pour l'eau, ça se trouve être 565 MHz. Pour l'éthanol 100%, 639 MHz. Pour l'alcool à 60%, c'était 615 MHz. J'avais fait un autre échantillon à 50%, et c'était intermédiaire. Donc, si on trace maintenant si on trace la fréquence de résonance du circuit donc 6-spire, en fonction du pourcentage d'alcool dans le mélange, avec les 4 points qu'on a, bon, on obtient sensiblement une droite. Hein. C'est pas parfaitement une droite, mais il y a quand même des erreurs il peut y avoir des erreurs expérimentales à tout niveau. Hein. Mais dans un premier temps, c'est ça peut être considéré comme une droite. Donc, et puis il y a quand même une sacrée sensibilité parce que bon, les fréquences sont quand même pas les mêmes. Hein. Ça va de 565 MHz à 639 MHz. Hein. Voilà. Donc, on en arrive. Eh ben, quelle est la procédure donc pour vérifier que le gel hydroalcoolique que vous propose votre supermarché n'a pas été dilué inconsidérément par de l'eau, hein. Vous faites votre référence, donc un mélange étalon où vous mettez 70% en poids d'éthanol dans de l'eau, dans un tube fermé, ça c'est votre tube de référence. Ensuite, le gel hydroalcoolique à tester, vous le mettez dans le même tube, dans un même type de tube, et vous allez introduire successivement dans votre sonde qui pourra faire par exemple 6-spire branchée sur le NanoVNA. Si la fréquence de résonance de l'échantillon inconnu est plus faible que la celle de votre référence, eh ben c'est que votre gel est frelaté. Et que bon, alors il faut voir que c'est pas pour autant que vous pourrez traîner en justice le gérant du supermarché, hein, parce que autant les gens parce que mouiller le lait, par exemple, c'était super connu, ça a toujours été pratiqué. D'ailleurs, c'est même encore pratiqué, et même par des organismes, ils appellent ça la standardisation du lait. Donc mouiller le lait, ça a toujours été un délit. Hein. Mais par contre, apparemment, le code pénal ne prévoit pas pour le moment de peine très aggravée pour les mouilleurs de gel alcoolique.